Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il y a quelques semaines, tu en as peut-être entendu parler, Google a publié une étude sur son intelligence artificielle générative spécialisée en médecine, donc une intelligence artificielle qui s'appelle AMI, A-M-I-E. Et en fait, on a créé donc l'étude, en fait, a mis face à face des groupes de faux patients, des acteurs, mais peu importe, qui mimaient des téléconsultations par chat. Donc c'est une étude qui a des limites, hein, donc téléconsultation et uniquement à l'écrit. Et en fait, on a testé sur précision du diagnostic, accompagnement des patients, empathie, etc. T'as entendu parler du truc, mais je le refais en 2 secondes Même l'empathie. Pour les auditeurs qui l'ont pas entendu. Donc, sur tous les items, y compris l'empathie, c'est l'IA seule qui arrive en tête. En deuxième, tu as IA, le combo IA plus médecin. Et en dernier, tu as le médecin tout seul. C'est-à-dire que même le médecin, quand il intervient avec l'IA, en fait, il ajoute des erreurs. Grosso modo. Voilà. Bon. Donc, c'est quand même important. Enfin, c'est un résultat. Alors, là encore, l'étude a des limites, hein. Mais je chronique ça un matin sur Europe 1. Bon, et puis évidemment, les médecins, mais quel scandale, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Déjà, d'ailleurs, comme si c'était de ma faute. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas responsable de cette étude, c'est pas. Mais surtout, le sujet, c'est pas est-ce que les médecins vont disparaître. Alors là, j'ai peut-être une petite différence avec Laurent, d'ailleurs. Alexandre, le sujet, c'est pas est-ce que les médecins vont disparaître. C'est une nouvelle fantastique pour les médecins. Il y a un vieillissement de la population, il y a une augmentation des pathologies chroniques, il y a de moins en moins de médecins. Et il s'avère qu'on peut utiliser des IA qui sont mais aussi bonnes, voire meilleures que les médecins. Mais champagne, mais c'est extraordinaire. Quand tu recrutes quelqu'un, Mathieu, tu veux quelqu'un de nul ou quelqu'un de bon, quelqu'un de brillant? Tu veux quelqu'un de brillant. A priori. Est-ce que ça te dérange s'il est meilleur que toi sur tel ou tel sujet? Au contraire. T'es content? Oui. Ce raisonnement qui est naturel pour toi qui es un entrepreneur, c'est la même chose avec la technologie. Si je peux travailler avec une IA qui, sur certains sujets, est techniquement meilleure que moi. Mais putain, mais c'est la meilleure nouvelle de la journée. Ce qui est difficile dans les deux cas, et je suis forcément 100% d'accord avec toi, c'est que je suis entrepreneur, donc si dans mes équipes, j'ai des gens qui peuvent travailler avec des IA qui sont meilleurs qu'elles et et que ça va augmenter le niveau, la qualité, etc. C'est très bien. Si en revanche, c'est vrai que, tu vois, j'entendais par exemple des gens qui faisaient du doublage, ou des traducteurs, hein, dans ces métiers-là, mais même le doublage, tu vas avoir la vraie voix de Jack Nicholson qui va être en français. A priori, c'est quand. Alors, il va y avoir un shift parce que finalement, les Français sont habitués à la voix française de Jack Nicholson, donc on aime bien et que tu veux pas changer. Mais il y a un moment où en fait, tu n'auras plus besoin de ça. Tu auras les mêmes intonations, tu auras les mêmes choses. Donc, il y a certains métiers ou certaines entreprises qui se retrouvent menacées, mais il faut savoir épouser le changement dans tout ça, j'imagine. T'as mille fois raison. C'est la destruction créatrice Schumpeter. Mais c'est classique, on voit ça à chaque vague d'innovation, et t'as tout à fait raison. Il y a bien évidemment il y en a pas beaucoup historiquement, mais il y a des métiers qui disparaissent. Mais là, le métier de médecin, en l'occurrence, ne va pas disparaître. Ouais. Et puis, non, mais il va pas disparaître. Et jusque maintenant, alors après, c'est là où on arrive dans ce shift. On est finalement là dans le sujet du jour. La peur. Hein. Alors là, exactement, en plein dedans. La peur, et notamment la peur de l'IA. Mais c'est vrai que moi, je ne peux que me dire, finalement, alors il y a les deux côtés. Il y a le côté du côté du travailleur, c'est de se dire, en fait, avoir une machine qui remplace quelqu'un qui prend un truc dans la main droite, qui le met sur autre chose dans la main gauche, qui le pose sur une chaîne et qui fait la même geste toute la journée, à un moment, je me dis, c'est peut-être un bien pour l'humanité, tu vois. Si tu reprends la même chose sur quelqu'un qui prend des données quelque part, qui les recopie sur Excel ou qui les recopie sur PowerPoint ou qui voilà, là où l'IA nous mène plus loin, c'est qu'il peut y avoir de la créativité, il peut y avoir de la création de beau, il peut y avoir à la fois, tu vois, là où je me projette, c'est que je me dis, est-ce que t'écouterais pendant 2 heures, au moins je l'ai sur mes podcasts, je mets 2 IA qui dialoguent. Alors, mais pourquoi pas, en fait, alors si le truc est hyper intéressant. Et pourquoi pas? Et si tu l'écoutes, c'est que c'est passionnant. Et puis allons au bout du sujet, c'est un très bon, c'est super ton exemple des 2 IA qui dialoguent. Mais
tu peux y adjoindre un humain, ce sera peut-être très bien aussi. Donc ça peut faire une conversation super intéressante. Et c'est pas parce que la conversation entre deux IA est intéressante que la conversation entre deux humains deviendra inintéressante. Voilà. Non, mais donc on est véritablement au cœur du sujet. Cette question de la peur de la technologie, je le montre dans le livre, elle a toujours existé. À chaque fois qu'il y a eu des évolutions technologiques, on a toujours eu le même discours. Donc, et notamment ce discours sur la fin du travail. Il y a quelques années, j'avais fait un livre qui s'appelle Le travail et l'avenir de l'homme, qui n'était pas un livre sur sur l'histoire du travail qui avait été fait 100 fois, mais qui était un livre en fait sur l'histoire de la fin du travail. Et je m'étais rendu compte que depuis que le travail a une connotation positive dans la société, c'est-à-dire très schématiquement depuis la chrétienté, puisque avant, sous l'Antiquité, le travail était quelque chose de négatif. C'était les esclaves qui travaillaient. Voilà, donc la chrétienté, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont donné une connotation positive au travail. Je fais l'arche de Noé pour me sauver. Dieu travaille 6 jours par semaine, etc. Voilà. Donc, et puis après, ça a été laïcisé par le message républicain, le fameux peut mieux faire de l'école. Donc, peut mieux faire, ça veut dire que tu es jugé non pas sur tes résultats, mais sur le travail que tu fournis. Donc, c'est la laïcisation du message chrétien, en fait. Bon. C'est très intéressant. Pardon, moi, je suis un peu mieux faire, quoi. Ça, c'est oui, vraiment, c'est à peu près l'état. Ouais, non, tu vois. Si tu pouvais pas mieux faire, c'est vrai. Côté désespérant, d'ailleurs. C'est vraiment le truc qui, je crois, définit une bonne partie de mes potes. Ah, moi, c'était de la 6e à la terminale. Donc, ce que te reprochaient tes professeurs, ils ne jugeaient pas, en l'occurrence, ton niveau. Ils te disaient, Mathieu, tu ne travailles pas assez, tu n'es pas assez engagé, tu ne travailles pas assez. Ça veut bien dire que donc le travail est en soi positif. Quand on te disait, tu t'es jugé négativement sur le fait que tu ne travaillais pas suffisamment. Mais donc, depuis que le travail a acquis cette connotation positive, on a peur de perdre le travail. Les sociétés ont peur de perdre le travail, et je cite donc les premiers empereurs romains qui, au fond, freinaient l'innovation parce qu'ils avaient peur que l'innovation, donc à l'époque c'était l'innovation essentiellement dans le domaine de la construction des infrastructures, donc des outils de levage, par exemple, ils avaient peur que ça prenne le travail des ouvriers. Donc tous les débats qu'on a sur l'IA aujourd'hui sont des débats qui ont 2000 ans. En fait, sur cette peur de la fin du travail. Alors après, on me dit, oui, mais aujourd'hui c'est plus pareil. Mais c'était déjà pas pareil avant. On me dit, oui, mais ça va plus vite. Oui, et bien sûr. Mais le lave-linge dans les années 60, ça allait déjà plus vite que la voiture au début du XXe siècle. Donc ça va toujours plus vite. On me dit, oui, mais là, ça touche des fonctions, tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, ça concurrence la créativité, etc. J'entends bien que ça concurrence la créativité, mais le propre de la technologie, c'est qu'elle évolue en permanence, et donc elle vient nous concurrencer en permanence dans des domaines qui sont nouveaux. Donc là aussi, c'est un peu un sophisme. Je pourrais dire, quand l'électroménager a remplacé les lavandières, ce qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs, c'était la première fois qu'une technologie attaquait le métier de lavandière. Et d'ailleurs, juste termine là-dessus parce que tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, que j'explique aussi dans le bouquin, c'est le fait que l'un des principaux impacts de la technologie, c'est de diminuer la pénibilité globale du travail. C'est-à-dire que les métiers qui sont supprimés par la technologie, historiquement, on peut monter à 2000 ans, sont les métiers les plus durs et les plus pénibles.